Salut les amis, comment ça va? Il fait beau, il fait chaud, c'est encore l'été. Génial. Bon, aujourd'hui je mets à profit un trajet entre l'Espagne et la France pour vous faire une vidéo sur les démarches administratives relatives à l'achat et à la vente d'un véhicule ici en Espagne. Allez, c'est parti. Alors, comment ça fonctionne? Premièrement, il faut trouver un véhicule. Donc pour cela, je vous renvoie à ma prochaine vidéo qui est actuellement en préparation, dans laquelle je vous explique point par point où et comment trouver assez facilement un véhicule en Espagne. Sachant que chaque pays, bien entendu, a ses spécificités et qu'en Espagne, il y en a effectivement quelques-unes aussi. Ensuite, au point de vue purement administratif, en ce qui concerne les documents, premièrement, il faudra ce qu'on appelle un compraventa, c'est-à-dire un document qui sert à établir, à mentionner la vente et l'achat entre le vendeur du véhicule et l'acquéreur, celui qui en sera le nouveau propriétaire. Alors pour cela, c'est relativement simple. Vous avez la possibilité sur Internet de télécharger un formulaire de compravenda. Vous aurez la possibilité de trouver différentes variantes, mais peu importe, dans tous les cas, les pouvoirs publics sont relativement souples et permissifs là-dessus. Ils acceptent aussi une feuille de papier écrite à la main, manuscrite, sur laquelle vous auriez en tout cas l'acheteur et le vendeur auraient mentionné les différentes caractéristiques qui concernent l'acte de la vente. Ces caractéristiques sont les suivantes. Il faut d'abord mentionner l'identité de l'acheteur et du vendeur, c'est-à-dire le ou les prénoms, le ou les noms de famille, sachant que ici en Espagne, les Espagnols en général portent deux noms de famille, celui du père et celui de la mère. Donc ne soyez pas du tout surpris de voir que ici les gens ont deux appellations familiales. Ensuite, il vous faudra mentionner l'adresse donc de l'acheteur et du vendeur. Il vous faudra mentionner le numéro de NIE, DNI ou TIE. Et à ce propos, je vous renvoie vers une vidéo qui est disponible sur la chaîne. Vidéo qui est relativement complète, un peu trop d'ailleurs, on me l'a un petit peu reproché. Et donc vidéo consacrée à ce fameux numéro de DNI, NIE, TIE. Mais en tout cas, je pense qu'elle a le mérite d'expliquer assez clairement et assez largement justement en quoi consiste ce numéro. Donc sur l'achat-vente, l'identité de l'acheteur et du vendeur. Ensuite, pas besoin de mentionner les dates de naissance ni rien d'autre. Ensuite, il faut mentionner les caractéristiques du véhicule, c'est-à-dire la marque, le modèle, le numéro de série et surtout l'immatriculation. Voilà, ça c'est essentiel. En option, ce n'est pas une obligation, on peut mentionner le kilométrage du véhicule et le prix d'achat. Enfin, il faut dater, signer. Donc quand je dis dater, c'est mettre la date du jour de la vente. On peut mentionner l'heure, mais ce n'est pas indispensable. Marquer le lieu où s'effectue la vente et signer par les deux parties. Chacune des deux parties se verra remettre une copie de cet acte de vente. Donc soit vous remplissez deux fois le même formulaire, soit vous faites une copie du papier que vous aurez fait à la main libre. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien faire aussi une photo avec le mobile d'un des deux formulaires et puis ensuite la photo, vous l'imprimerez. Deuxième document indispensable, l'équivalent de la carte grise. On appelle ça le permiso de circulation du véhicule. C'est-à-dire que chaque véhicule possède une carte grise qui en fait est un petit feuillet vert clair et non pas gris ou vert foncé comme en France. C'est un petit feuillet format A5, donc demi-format A4, donc c'est le A5 si je ne dis pas de bêtises, qui reprend donc les caractéristiques du véhicule et le nom du propriétaire. C'est-à-dire que lorsque vous achetez ce véhicule, que ce soit une voiture, un fourgon, une moto, vérifiez bien que le nom du propriétaire qui figure sur le permis de circulation soit celui de la personne qui vous vend le véhicule. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que peut-être qu'il le vend au nom de quelqu'un d'autre ou au nom d'une entreprise, au nom d'une personne morale. Et dans ce cas-là, ça suppose encore d'autres documents. Contrairement à ce qui doit être fait en France sur une carte grise, lorsque l'on vend et donc on achète un véhicule, il n'y a pas besoin
de barrer ce fameux permis de circulation, de le dater et de le signer. On vous le remet, le vendeur vous le remet et c'est tout. Troisième document qui va de pair avec le permis de circulation, c'est la ficha technique. En fait, on va dire que c'est réellement la carte grise du véhicule. On a le permis de circulation qui donne certaines informations telles que la date de première mise en circulation, certaines caractéristiques, le nom du propriétaire, mais le document qui fournit toutes les caractéristiques techniques les plus importantes du véhicule, notamment la date d'homologation et non pas la date de première immatriculation, certaines informations telles que la taille des pneumatiques, telles que la puissance, telles que l'émission des gaz du CO2, tout ça, ça figure sur la fiche technique, la fiche à technique. Et c'est sur cette fameuse fiche à technique que lorsque vous allez au contrôle technique, ce qu'on appelle l'ITV, l'ITOV, donc le centre technique vous accolera la petite vignette qui fera foi de validité du contrôle technique pendant 1 an. 1 an ici en Espagne et non pas 2 ans. 6 mois pour les véhicules utilitaires et 2 ans pour les motocyclettes. Là, par contre, l'identité du propriétaire n'est pas inscrite sur la fiche à technique. Donc, si vous voulez, ces deuxième et troisième documents qui sont le permis de circulation et la fiche à technique, à eux deux, ils sont l'équivalent de ce que l'on a en France en un seul document qui est la carte grise. Quatrième document qui est indispensable, le vendeur doit à tout prix vous remettre une copie de sa carte d'identité. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous, avec votre mobile, de faire une photo recto et une photo verso de bonne qualité, complète, de son fameux NIE, de son document d'identité. S'il n'est pas de nationalité espagnole, vous devrez faire une photo recto verso du TIE, s'il possède effectivement un document de nationalité étrangère pour les non-européens. Et s'il est européen, donc dans ce cas-là, faire une photo du NIE. Ce qu'il faut aussi pour les gens qui ne sont pas de nationalité espagnole, c'est faire une photocopie recto verso de leur passeport. Alors si les personnes n'ont pas de passeport, enfin une photocopie ou une photo recto verso de leur carte d'identité nationale, de leur pays d'où ils sont ressortissants. Et petite subtilité pour les personnes qui sont natives des pays de l'Est, il faut si possible en plus, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça, il faut si possible en plus faire une photocopie recto verso de leur permis de conduire espagnol. Logiquement, s'ils vous vendent un véhicule qui est immatriculé, à part pour les cyclomoteurs, cela signifie qu'ils sont logiquement titulaires d'un permis de conduire et que logiquement ce permis de conduire doit être transcrit, modifié en permis de conduire espagnol. Si ce n'est pas le cas, il devrait être au moins au format européen. Dans ce cas-là, vous faites aussi, pour les gens ressortissants des pays de l'Est, vous faites une photocopie ou, comme je l'ai indiqué, le plus simple, une photo recto verso du permis de conduire. Chose très importante et qui a vraiment son utilité vitale. Si les documents d'identité qu'on vous soumet, c'est-à-dire pour les personnes espagnoles, le DNI, pour les autres personnes, le NIE ou le TIE, si ceux-ci sont caducs, s'ils sont périmés, eh bien sachez que vous ne pourrez pas mettre le véhicule à votre nom. Il faudra que vous fournissiez de la part du vendeur des documents d'identité qui soient en cours de validité. La DGT, l'équivalent de la préfecture, à qui vous vous adresserez pour demander la mutation de la propriété du véhicule concerné, celle-ci, la DGT, refusera de mettre le véhicule à votre nom si le document, enfin les copies des documents d'identité que vous présentez sont périmés. Donc c'est valable, comme je l'ai indiqué à l'instant, pour les documents d'identité espagnols, pour les documents d'identité étrangères. Donc ça, tenez-en bien compte. Il faut absolument vérifier quand vous achetez le véhicule que la date de validité de ces documents d'identité soit toujours d'actualité. Si ce n'est pas le cas, je vous donne un conseil, n'achetez pas.
N'achetez pas parce que vous allez être dans la possibilité de mettre le véhicule à votre nom, surtout si vous le payez un certain prix, et le vendeur aura beau vous dire oui mais t'inquiète pas, j'ai un rendez-vous, j'ai une assiette qui est prévue pour justement faire réactualiser mon document, etc. Dans ce cas-là, reportez la date de la vente. Moi, c'est un grand conseil que je vous donne parce qu'il y en a plus d'un qui se sont fait attraper, qui se sont fait avoir à ce petit jeu-là. Enfin, un dernier document qui est facultatif, qui n'est pas indispensable, mais que je vous conseille de demander, même si ça va faire chier un certain nombre de vendeurs, parce que pour eux, ça suppose une démarche à faire auprès de ce qu'on appelle une gestorie, auprès de la DGT sur Internet. Après, bien entendu, encore faut-il trouver la bonne page Internet pour faire la démarche. Quand je dis la DGT, c'est même pas DGT, c'est auprès des services de trésor public sur Internet. Ou auprès effectivement de la DGT physiquement, mais sachant que depuis le Covid, obtenir un rendez-vous auprès d'une DGT, c'est mission impossible. Donc ça, cette option-là, pour ainsi dire, vous l'oubliez. Donc ce dernier document optionnel, c'est un document qui atteste que l'imposte de circulation, c'est-à-dire l'équivalent de la vignette annuelle que l'on doit payer sur chaque véhicule à moteur qui roule, puisque nous, depuis 1997 en France, Balladur avait supprimé cette fameuse vignette automobile à laquelle étaient assujettis les véhicules de plus de 2 roues, véhicules légers, véhicules poids lourds. Nous, on n'a plus l'obligation de payer cette vignette qui était vraiment synonyme de vol, d'accord ? C'était un moyen qu'avait trouvé l'État français depuis plus de 20 ans de soutirer gratuitement et naïvement de l'argent à chaque automobiliste. Eh bien, figurez-vous qu'en Espagne, ça existe, que personne ne la conteste. Même si votre véhicule a plus de 30 ans, si vous ne demandez pas une réduction pour ces véhicules-là qui sont hyper anciens, chaque année, en fonction de la cylindrée de votre véhicule, et je ferai une vidéo aussi consacrée à ça, chaque année, vous payez une taxe qui est l'équivalent de cette fameuse vignette automobile et qui peut aller d'environ 10-15 euros pour les moins chers jusqu'à 600-800 euros pour les plus chers. À titre indicatif, le véhicule que je conduis, c'est une Golf TDI, tout ce qu'il y a de plus classique de 110 chevaux de 2000, donc un véhicule qui a 22 ans au jour d'aujourd'hui, qui est loin d'être neuf. C'est un véhicule espagnol que j'ai conservé parce que j'avais aucun intérêt de le revendre à un prix dérisoire pour en racheter un autre, donc j'ai préféré le garder et puis circuler avec, que ce soit quand je vais en Espagne ou en France, puisque de toute façon je suis assuré avec une assurance espagnole et que le véhicule est parfaitement en règle. Mais malgré tout, du coup, je dois continuer à payer annuellement cette fameuse taxe, ce fameux impôt de circulation. Et pour ce véhicule-là qui a 22 ans, qui est un véhicule tout ce qu'il y a de plus courant, Volkswagen en a vendu des millions, c'est pas du tout une version sport ou quoi que ce soit, je paye chaque année 160 euros. 168 euros exactement d'impôt de circulation. Donc ça chiffre vite. J'ai un collègue qui a un fourgon, un Renault Trafic de 2003, le modèle de base de 80 chevaux, il paye 874 euros. Et à côté de ça, vous avez des gens qui ont des véhicules qui ne sont pas des fourgons, des véhicules qui sont des véhicules de tourisme qui font entre 100 et 130 chevaux, donc plus ou moins dans la moyenne de celui que moi je conduis. Mais pour des raisons inexpliquées, eux ne payent que 30 à 40 euros pour ces véhicules-là. Par exemple, j'ai une amie qui possède un C4 de 2007, qui fait 110 chevaux aussi, puissance fiscale annoncée, et elle paye, je crois, 38 euros à l'année. Donc, ne me demandez pas pourquoi. Il y a tout un tas de critères qui ont été mis en place par le gouvernement espagnol depuis un tas d'années et qui fait que selon le barème, selon l'échelle dans laquelle rentre votre véhicule, auto, moto, utilitaire, etc., vous paierez une certaine somme qui, ma foi, est assez chère. Et donc, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cet impôt de circulation, c'est que le propriétaire du véhicule, chaque année, reçoit en général en février-mars, donc le montant de la taxe à payer pour son véhicule ou ses véhicules s'il est propriétaire de plusieurs véhicules. Et si vous possédez plusieurs véhicules, donc ça peut monter relativement vite et assez haut. C'est pour ça que les Espagnols en général, quand ils ont un véhicule dont ils ne se servent pas, ils préfèrent de très loin le vendre ou le déclarer comme étant de baixa, c'est-à-dire véhicule non utilisable, qui ne peut pas être mis sur la voie publique, qui est remisé, donc ils ne peuvent pas l'assurer, ils ne peuvent pas rouler avec, puisqu'il est déclaré de baixa. Alors après, il y a la baixa temporale, c'est-à-dire qu'une bâche temporaire, c'est-à-dire qu'on peut le mettre, on peut
le déclarer comme non circulant pendant un certain nombre de mois ou d'années, ou alors de bâche à définitive, c'est-à-dire qu'on déclare épave, c'est-à-dire que le véhicule est considéré comme impropre à la circulation et donc devrait être logiquement remis à un centre de recyclage. Si le véhicule est déclaré de bâche à définitive, le véhicule ne pourra jamais être remis en circulation. S'il est déclaré de bâche à temporale, pour justement éviter d'être assujetti chaque année à cet impôt de circulation, vous pourrez, sous certaines conditions, remettre votre véhicule en état de circulation, mais ça suppose certaines procédures qui là aussi vous coûtera de l'argent. Je m'en expliquerai dans une autre vidéo. Donc, si vous achetez un véhicule dont la taxe de circulation de l'année en cours n'aurait pas été payée, dès que vous porterez propriétaire de ce véhicule, eh bien sachez que l'année prochaine, on va vous réclamer à vous qui êtes le nouveau propriétaire du véhicule, donc l'impôt, la taxe de circulation de l'année suivante, donc qui va venir, mais aussi de l'année en cours qui n'aura pas été payée. Et pire que ça, si cela fait plusieurs années que le propriétaire ne paye pas les différentes taxes, les différents impôts de circulation, eh bien c'est vous qui serez redevable de payer ces différents impôts de circulation. Petit encart, petit aparté, sachez que malgré tout, quand c'est le cas, les services fiscaux ici sont très efficaces. Si au-delà de même pas un an, si au-delà de 6 mois, 8 mois, vous n'avez pas payé l'impôt de circulation, eh bien sachez que eux, ils vont se servir directement sur votre compte bancaire ou ils vous font une saisie sur salaire. Et ça, sans vous en avertir. Donc, c'est quelque chose que j'ai connu, parce que tout simplement, moi, je n'étais pas au courant de toutes ces procédures-là et je m'étais laissé un peu de temps pour payer la taxe de circulation. Je ne savais pas qu'il fallait absolument montrer, comme on dit, patte blanche. Donc naïvement, j'ai trop laissé traîner. Puis on s'est servi directement sur mon compte bancaire. J'en connais effectivement à qui c'est arrivé, qui ont eu des saisies sur salaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous, en tant qu'acheteur, si vous achetez un véhicule qui a des arriérés d'impayés de cette fameuse taxe de circulation antérieure à l'année en cours, eh bien sachez que là aussi le véhicule, vous ne pourrez pas le mettre à votre nom tant que vous n'aurez pas vous régularisé cet arriéré de une ou plusieurs années d'impôts de circulation à payer. C'est-à-dire que si vous achetez un véhicule dont l'impôt de circulation de l'année en cours n'a pas été payé, puisque vous êtes dans l'année en cours, vous pourrez le mettre à votre nom, mais l'année prochaine, vous aurez vous à payer le nouvel impôt de circulation plus celui de cette année-là qui n'a pas été payé. Maintenant, si vous achetez un véhicule dont des impôts des années précédentes n'auraient pas été payés, vous devrez les payer d'une part, puisque le véhicule officiellement vous appartiendra, mais en plus, il y a fort à parier que vous ne puissiez pas officiellement le mettre à votre nom. Ce qui est un petit peu paradoxal, mais c'est ainsi. Donc, je vous invite à demander au vendeur de vous fournir une copie attestant, un certificat de paiement attestant que l'impôt de circulation de cette année a bien été payé par ses soins avec le montant, la date et l'immatriculation du véhicule à laquelle se réfère le paiement de ce fameux impôt. Sachant qu'en général, quand le vendeur vous remet ce certificat-là pour l'année en cours, en général, s'il y a des impayés des années antérieures, cela apparaît. Alors par expérience, je peux vous dire que les vendeurs, ça les emmerde d'avoir à fournir un certificat attestant que l'impôt de circulation est à jour. Ils vont tous vous dire que oui, aucun souci, t'inquiète pas, c'est payé, c'est à jour. Et pour cela, il suffit de leur poser une question toute simple. D'accord, mais tu payes combien? Ah, à peu près. Non, je veux pas savoir à peu près, je veux que tu me dises exactement combien tu as payé cette année. Et déjà, s'il n'est pas capable de vous répondre précisément, déjà, vous pouvez être quasiment sûr que l'impôt de circulation, il n'est pas payé. Car croyez-moi, quand vous payez, comme c'est mon cas, 168 € pour rien en fait, hein, vous payez dans le vent un impôt de circulation pour avoir le droit de posséder un véhicule et que chaque année vous devez repayer, franchement, comme on dit, ça vous fait un deuxième trou du cul, quoi. Ça vous perce le cul et vous vous en souvenez.
Donc le gars ou la fille qui vous dira non, t'inquiète pas, c'est à jour, il n'y aura aucun souci. Donc je vous invite à insister avec lui pour qu'il vous fournisse une preuve du fait qu'il ait payé l'impôt de circulation l'année en cours. Bien entendu, si vous achetez le véhicule au mois de janvier, il y a fort à parier qu'ils vous disent que bah non, pour l'instant je ne l'ai pas encore reçu, et pour cause, puisqu'en général ils sont émis en février ou en mars. Dans ce cas-là, vous vous exposez soit vous à payer l'impôt l'année prochaine parce qu'il n'aura pas été payé, soit à ce que la personne soit de bonne foi et qu'une fois qu'elle l'aura reçu en mars voire avril et qu'elle vous aura déjà vendu son véhicule, que malgré tout en étant de bonne foi, elle le paye quand même puisque c'est elle qui en est logiquement redevable. C'est le propriétaire du véhicule au 1er janvier, les personnes qui possèdent le véhicule au 1er janvier, qui doit s'acquitter du paiement de l'impôt de circulation qui sort au 1er janvier. Même si le vendeur, le propriétaire vend le véhicule le 2 janvier, logiquement, il est au 1er janvier le propriétaire du véhicule, donc logiquement, toute l'année en cours, même s'il ne possède plus le véhicule, même si vous l'avez vendu le 2 janvier, c'est lui qui doit s'acquitter du paiement de cet impôt. Pour cela, si pour raison XY il ne s'en acquitte pas et que vous, par la suite, l'année d'après, vous viendriez recevoir une notification, et il faut espérer que ce ne soit pas directement une saisie sur salaire ou sur compte bancaire, notification vous invitant à payer donc l'impôt de circulation de l'année durant laquelle vous avez acheté le véhicule, retournez-vous vers le vendeur du véhicule. Si toutefois celui-ci est encore joignable et contactable, parce que je parle par expérience, mais ici il y a beaucoup de personnes qui sont un peu margoulins et qui, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais qui disparaissent, qui ne sont plus contactables, qui ne sont plus joignables. Et bien entendu, ces personnes-là sont des personnes qui à la base ne sont pas franchement de bonne foi et qui vous ont vendu un véhicule en disant si ne t'inquiète pas, tout est à jour, les papiers sont à jour, l'impôt de circulation est à jour. Et puis bien entendu, ce n'est pas le cas, et quand vous cherchez à les rejoindre, à les recontacter, eh bien, ah oui, t'inquiète pas, on se revoit, mais plus tard, j'ai pas le temps, etc. Ils ne sont jamais joignables, ou alors tout simplement, ils ne sont plus du tout joignables. Bref, à vos risques et périls. Alors, dernier document aussi, qui n'est pas obligatoire pour faire une passation de propriété, de changement de nom, mais que je vous conseille aussi vivement d'obtenir. C'est d'acheter un véhicule avec le contrôle technique qui soit en vigueur. Sachant que vous pouvez très bien acheter un véhicule qui n'a pas de contrôle technique récent, un véhicule dont le contrôle technique, donc l'ITV, l'ITUV, on prononce, soit périmé. Ça ne vous empêchera pas de faire le changement de nom, non pas de carte grise, mais de permis ou de circulation, comme j'ai dit. Mais bien entendu, le véhicule n'aura pas de contrôle technique à jour, donc officiellement, vous ne pourrez pas circuler avec, parce que si vous circulez avec et que les forces de l'ordre vous interpellent, elles vous verbaliseront, voire elles bloqueront le véhicule. Moi, je vous avais dit vivement à acheter un véhicule possédant un contrôle technique qui soit à jour, parce que ici, je le dis, je l'insiste, ce n'est pas qu'ici, il y en a aussi beaucoup en France, mais ici c'est un petit peu, j'ai envie de dire que c'est un peu culturel, c'est un petit peu l'un des points noirs de l'Espagne, mais bon, voilà, quand je dis que c'est culturel, c'est un peu traditionnel, donc les gens vivent avec, l'acceptent et s'en prémunissent. Pour nous qui venons de l'étranger, c'est un peu une surprise, donc il faut en être conscient. Les gens souvent vendent des véhicules qui ont des vis cachées. Et malheureusement, quand vous passez au contrôle technique, certains de ces vis apparaissent et du coup le véhicule est impropre à passer le contrôle technique, que ce soit une moto ou une voiture, et vous en êtes honnête pour vos frais. Vous êtes bon pour remettre en état le véhicule avec souvent, comme on dit, à l'arrivée, une facture un peu salée. Donc je vous conseille vivement, bien que ce ne soit pas obligatoire, d'acheter un véhicule dont l'ITV soit à jour. Je le répète, pour les véhicules utilitaires, en général, la durée de validité de l'ITV est de 6 mois. Tous les 6 mois, il faut repasser l'ITV. Pour les motos, c'est 2 ans et pour les voitures de tourisme, c'est 1 an. Sachez que l'ITV se matérialise par une étiquette qui est collée sur le pare-brise, sur laquelle il y a 2 trous. Un trou qui est fait, un poinçon qui est effectué, comme disait le poinçonneur des Lilas, un poinçon qui est effectué sur le mois de fin de validité et un autre poinçon, un autre trou qui est fait sur l'année
de fin de validité. Et l'ITV est matérialisé aussi par le rapport technique du passage au contrôle qui vous indique si effectivement le véhicule est neutre et vierge de tout défaut ou s'il y a des défauts. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner parce que moi ça m'aide à avoir un petit peu de visibilité sur YouTube, sur les réseaux. N'hésitez pas à partager la chaîne bien entendu. Pour l'instant il y a peu de vidéos parce que j'ai peu de temps à consacrer, mais ça va venir au fur et à mesure. J'ai plein d'idées, j'ai plein de sujets, j'ai plein de vidéos qui sont en préparation. Vous pouvez aussi m'en soumettre, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui j'ai quand même une certaine bonne connaissance, une certaine implication du vécu de la vie espagnole. Et donc je suis en mesure de vous transmettre une partie de mon vécu pour que vous évitez certains pièges comme je le fais au travers de cette vidéo-là. Donc je pense que ça peut être utile à beaucoup d'autres personnes, sachant que moi quand je suis arrivé, tout ce que je suis en train de vous dire, je l'ai appris sur le tas, à mes dépens, certaines fois, mais bon c'est comme ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait partie aussi du peps de la chose, de pouvoir arriver quelque part et puis découvrir au fur et à mesure avec ces vicissitudes, parfois les côtés agréables et moins agréables, les us et coutumes du pays dans lequel on est. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Le format de la vidéo il est un peu improvisé puisque ça s'est fait pendant le trajet. Dites-moi s'il y a des malentendus, s'il y a des questions. Et puis surtout, je le dis, je le répète, abonnez-vous à la chaîne, ça ne mange pas de pain. Vous cliquez sur le bouton qui est en bas, vous avez les références et les liens dans la description. Vous cliquez sur le bouton, vous activez la petite cloche pour être informé à chaque fois que je sors une vidéo. Vous parlez un peu de la chaîne sur les différents réseaux, vous transmettez le lien aux personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Et moi du coup ça me motive à faire d'autres vidéos parce que bon, faire une vidéo c'est pas compliqué, surtout quand on a fait de façon assez médiocre comme moi. Je suis pas réalisateur de vidéos, c'est pas mon job, mais bon, je suis simplement là pour partager, pour échanger avec des personnes qui sont intéressées par le fait d'être en Espagne, de venir en Espagne, de vivre en Espagne, même si c'est pour un temps. Allez, je vous laisse, à bientôt, ciao ciao.